Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes donc le lundi 3 avril. Bah oui, 3 parce qu'on a passé minuit. Bon, sachez que entre-temps j'avais fait d'autres audios sur l'affaire Grégory, mais je les ai pas publiés parce que bon, je les ai réécoutés, j'étais trop virulent, donc je voulais pas non plus être trop choquant. Par contre, je voulais vous expliquer ce soir parce que je m'en suis rendu compte en rendant une visite un peu par hasard sur les lives de Louisette Lavray. Je voudrais en fait vous montrer le mécanisme très sournois et très pervers qui a été mis en place par tous le fan club, je dirais, de Christine. J'ai jamais vu que dans une enquête policière avec un drame, il y a quand même un drame ici, il y a la mort d'un garçon, mais il y a des fan clubs en fait. Voilà, on est pro Christine, on est pro Bernard, on est ceci, on est cela. C'est ridicule en fait. Normalement, on cherche juste la vérité et on s'en fout en fait. Qui sait? On n'a pas comme ça des barrières, des tabous, des postures ridicules en fait, vraiment ridicules. Alors je vais vous expliquer ici la mécanique. C'est important parce que si vous reconnaissez dans cette mécanique, c'est que vous faites fausse piste. Alors la mécanique, elle fonctionne comme ça. En fait, dans cette affaire, vous l'avez remarqué, ça dure depuis 40 ans, c'est pas résolu parce que on manque de preuves flagrantes, de preuves claires. Tout est chancelant, tout est critiquable, rien n'est définitif. Alors, quand on est dans ce genre de situation, on doit essayer de travailler avec les éléments les plus fiables qu'on a. On a quelques éléments fiables que je vais vous donner ici. Et vous allez voir en fait que la mécanique de ce genre-là, ça consiste en fait à chaque élément que vous allez mettre en avant, de dire « Oh oui, mais c'est des gens pas sérieux. Oui, mais c'est des gens pas compétents. Oui, mais ça c'est pas sûr. Oui, mais ça on sait pas qui c'est. » De façon à tout désamorcer. Pour en fait faire avancer d'autres thèses que je ne connais pas, je ne sais pas trop tous ces fan clubs, qui ils accusent, qu'est-ce qu'ils croient finalement, mais ils n'avancent rien, c'est tout des élucubrations, les gens de Grange, de Aumonzey, les cafés, qu'est-ce qui se dit, le passé de la famille, c'est des trucs, je l'ai déjà dit dans mes audios précédents, inintéressants. C'est les cancans de village, les histoires, comme il y en a chez tout le monde, dans toutes les familles. Ici, on parle d'un sujet bien précis, c'est-à-dire un meurtre, sur lequel on a des éléments. C'est-à-dire on a retrouvé l'enfant. On a des horaires, on a des témoignages. Alors, reprenons. Reprenons calmement et vous allez voir que tout ce qu'il balaye d'un revers de la main, c'est une erreur. C'est du parti pris. 16h52, sortie de Christine Villemain de son travail, de même que de tous ses collègues. Ok ? De là, elle file avec sa Renault chercher le petit Grégory à 16h55 chez la nounou, Madame Jacot. Là, elle dit, on le sait, c'est dans les PV, elle dit, je file, j'ai du repassage à faire, je suis pressé. Bon, moi, je défie quiconque de me trouver quelqu'un qui, après une journée de travail, qui vient d'aller chercher son enfant à l'école, a comme priorité absolue de devoir faire du repassage à toute vitesse. C'est ridicule. On fait du repassage le week-end, le soir devant la télé, pour ceux qui font du repassage, d'ailleurs, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et en aucun cas, on est pressé de rentrer chez soi pour faire du repassage. Qu'on va en plus faire, et on doit tous boire ça à la louche, gentiment, qu'on va en plus faire, en laissant un enfant qui a été malade depuis 2 semaines à Bruyères, dehors, avec un bonnet. Ah, comme il a un bonnet, tout va bien, quoi. Non, c'est un enfant qui a été malade longtemps, et c'est son premier jour qu'il retourne à l'école. Eh ben, ce premier jour-là, on est en plein automne, eh bien, on met l'enfant dehors avec un bonnet, soit. Mais, se rajoute à cette folie, le fait qu'on nous dise, j'avais laissé les volets fermés, et j'ai mis la radio à haut volume. Donc en fait, 1, on doit avaler qu'il y a du repassage urgent. 2, qu'on met l'enfant dehors avec un bonnet, qui sort de maladie. 3, qu'on fait tout ça en laissant les volets fermés. Et 4, oui, j'écoutais les grosses têtes à haut volume. Je me rappelle plus bien des publicités, je me suis trompé, bon, ça peut arriver.
Et donc, nous, ici, tu dois dire Amen. Tu vois, tu dois dire Amen. Ah oui, c'est voilà, c'est logique, etc. Bon. Reprenons. 16h55, départ de chez Jaco. Puis, on ne sait pas si elle passe à la poste ou pas. D'après les filles de la poste, qui sont bien sûr toutes des folles, jalouses, méchantes, qui sont toutes prêtes à faire des faux témoignages pour un meurtre d'enfant, parce que c'est pas des copines de Christine au travail. Ah, vous connaissez beaucoup de gens, pas une personne, 3 personnes, qui disent la même chose, parce que ils ont eu des différends au travail avec Christine. Les faux témoignages, ça va chercher loin. Hein. L'argument, oui, mais elles sont trompées dans les couleurs des vêtements de Christine. Alors, il y a une différence. Écoutez bien, faut pas être Einstein. Il y a une différence entre dire j'ai vu la voiture de Christine devant la poste ce mardi-là, je suis passé à côté, et de savoir décrire comment elle était habillée précisément sans se tromper. Oui, on peut tous dire, c'est beaucoup plus facile de dire j'ai vu la voiture d'un tel devant tel magasin, mais je sais pas spécialement comment elle était habillée. J'ai simplement vu sa voiture devant la poste. C'est ça qui est important, c'est pas les vêtements. Et alors on dit oui, mais non, c'est la veille qu'elle a été à la poste. Pourquoi tu peux aller le lundi, mais pas le mardi aussi? Bref, surtout que dans ces filles de la poste, il y en a une qui dit j'allais rendre visite à ma sœur tous les mardis, et seulement le mardi, et c'est pour ça que je l'ai vu, la voiture de Christine devant la poste, parce que ma sœur habite juste à côté. Si c'est pas le mardi, je vais pas chez ma sœur. Bref. Alors là, on vous dit, c'est quand même quelque chose de concret, là. Hein. C'est pas du vent, c'est pas des peut-être, ou j'ai vu une rouquine dans une maison, dans une voiture au loin. Ici, on vous parle de quelque chose de quand même assez précis. 3 collègues de travail qui disent on a vu la voiture de Christine devant la poste, etc. Là, on vous dit oui, mais non, c'est des jalouses, c'est des bizarres, c'est pas des filles sérieuses. Boum, poubelle, on met tout à la poubelle, d'accord. Ensuite, on a Madame Grandidier qui voit passer la Renault de Christine vers 16h58, 16h59, en bas de la rue des Champs, puisque dès qu'elle rentre, elle regarde son horloge, il est 17h, donc elle a dû la voir à 58, 59. Ok. De là, il faut quand même, ça prend du temps, hein, calculer un petit peu. Monsieur Colin, qui est avec son chien Jimmy, dalmatien, il quitte Madame Grandidier et il part balader son chien en direction de la forêt. Il faut quand même du temps. On parle d'un monsieur assez âgé, on parle pas d'un jogger de 30 ans, qui promène son chien, qui doit remonter toute la rue des Champs. Donc ça veut dire que cet homme, même s'il est parti instantanément, ce qui n'est sans doute pas le cas, s'il est parti à 17h de chez Mme Grandidier, il est passé à 17h05, 17h06, 17h07 devant chez Christine. Qu'est-ce que dit ce monsieur? Il dit quelque chose de clair. Il dit « Je n'ai vu ni Grégory, ni la voiture. » Qu'est-ce que les gens te disent? « Oui, mais bon, il a peut-être pas fait attention, c'est pas sûr. Bon, on minimise et on met sous le tapis, en avant, deuxième fois. Alors que ce monsieur avait l'habitude de passer par là et de voir Grégory qui venait jouer avec son chien, etc. Là, il s'est étonné, il dit, tiens, pas de Grégory, pourtant je viens de voir passer la voiture de la mère, et je vois pas la mère, la voiture de la mère. C'est pas anodin, c'est pas des choses floues, c'est pas des choses, on croit que ceci, cela, on a vu un moustachu, non, c'est très clair. Eh bien non, mais il a dû pas faire attention, il dit qu'il a pas fait attention, boum, on minimise, on met sous le tapis, ok. Ensuite, on nous dit que un cafetier à Docelles a vu, faudrait voir tous les horaires, mais en tout cas, c'est le principe qui compte, a vu, entre 16h30 et 17h15, un homme avec une moustache et des longs favoris qui n'était pas un habitué des lieux, qu'on n'avait jamais vu avant, être au café, avoir payé sa bière avec le montant exact, être très nerveux, sortir du café, revenir un peu plus tard, etc. Les gens ont noté la présence de cet homme. Là, de nouveau, on dit « Ah, mais c'est qui alors ?» On ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui. C'est pas parce qu'on ne sait pas c'est qui n'a pas existé. Puisque ce cafetier, je vois pas ce qu'il a à gagner, lui aussi, à dire ça. Il dit « Oui, j'ai eu un client bizarre.
J'ai eu un client qui se comportait étrangement et que j'avais jamais vu avant. Là, de nouveau, on minimise. Oui, mais bon, on l'a pas retrouvé. C'est peut-être pas vrai. C'est le cafetier qui a inventé. Pas intéressant comme témoignage. Troisième, hop là, poubelle. Ensuite, on a Madame Guyot, habitante de Dossel, qui passe par le pont à 17h30, qui dit, je marchais d'un pas rapide pour chercher ma fille au catéchisme, on était en retard, etc. J'ai vu du coin de l'œil une forme bleue dans la mer, dans la Vologne, dans la rivière, et je me suis dit, c'est un sac poubelle qui s'est mis là entre deux pierres. Puis, quand j'ai vu quelques heures plus tard de la police et des gendarmes qui étaient sur le pont, j'ai directement pensé, ah mais en fait ce que j'ai vu c'était pas un sac poubelle, c'était un petit enfant. Parce qu'en fait inconsciemment elle l'a vu, mais pour son conscient c'était pas possible de voir un enfant dans l'eau, c'était pas imaginable. Donc elle en a déduit c'est un sac poubelle. Je vais pas. Vous savez, des fois on voit des choses, et on est un peu sur l'état d'hypnose, c'est-à-dire on est dans ses pensées, on est dans ses objectifs, et on donne pas un intérêt appuyé à ce qu'on voit. C'est pour ça que les témoignages sont toujours très délicats, parce que vous le savez tous, dans la vie, parfois on croise des gens, on croise des voitures, mais on pense à autre chose. On fait pas attention, on confond, on croit avoir vu quelqu'un, mais c'était pas ce quelqu'un. Mais ici, les choses sont assez claires. Elle a dit quoi? Elle l'a dit plusieurs fois. Elle dit, les sacs poubelles bleus, c'était pas du tout fréquent de les voir là, sous le pont. Elle a répété plusieurs fois, non, c'était pas fréquent. Et elle explique cette histoire. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, mais elle s'est peut-être trompée, c'était peut-être une poubelle. D'ailleurs, il y a le maire de la ville qui avait dit qu'il y avait souvent des sacs poubelles. 4e fois, on balaye sous le tapis. Allez, on continue. Et tout ça en n'ayant rien de mieux à proposer. On n'a que Muriel, le témoignage de Muriel, vous voyez? Tout le monde sait que c'est une gamine à moitié hystérique, en pleine puberté. On sait pas trop ce qui se passe. Elle dort chez Bernard. Il fait chambre à part avec Marie-Ange. Pendant qu'il travaille, l'autre dort. Et quand l'autre travaille, lui dort. Bon, c'est une situation très alambiquée. Bref, c'est pas le nœud du problème, mais enfin, soit. Et c'est-à-dire que dans la balance, on met le témoignage d'une jeune fille impressionnée par la police, qu'on interroge sans avocat, sans témoin, et tout le reste que je viens de citer, Colin, Grand Didier, Fille de la Poste, le moustachu de Dossel, de Guyot, sans oublier un autre point qu'on balaye bien évidemment sous le tapis. Dans cette affaire, depuis le début, il y a toute une série de graphologues amateurs qui se sont prononcés, qui ont d'abord dit, quand on leur a dit, bon, est-ce que celui qui se rapproche le plus, c'est Bernard? Et parmi toutes les copies qu'ils ont eues, ils ont dit oui, c'est Bernard, etc., avec le foulage et compagnie. Puis après, le juge Lambert a nommé des professionnels, des gens de la Cour de cassation de Dijon, pas des gens, des amateurs obscurs, hein. 8 spécialistes de la Cour de cassation de Dijon qui ont tous dit, écoutez, nous, ça nous aurait bien arrangé, ça aurait été plus simple pour nous de dire que c'était Bernard, mais pour nous, Bernard n'a rien à voir. Tous les 8, nous sommes unanimes pour dire que c'est Christine. Bon. On les a salis, on s'est moqué d'eux. Encore aujourd'hui, dans le chat de chez Louisette, j'ai vu les gens, c'est des rigolos, ils savent pas ce qu'ils disent, etc. Donc, poubelle. Vous voyez le nombre de choses très importantes, très fiables, très précises, qu'on met à la poubelle parce qu'on refuse mentalement une thèse. Et on veut absolument que ça soit autre chose. Et on fait semblant aussi de ne pas avoir compris que le non-lieu est un non-lieu politique, qui visait à ne pas avoir un scandale d'une jeune femme enceinte qui fait une grève de la faim et qui risquerait de mourir en prison. Comprenez? Alors on fait semblant, oui, il y a un non-lieu, les 25 charges ont été mises à la poubelle, voilà, n'en parlons plus, hein, la justice s'est prononcée. Si c'était aussi simple, mais c'est pas aussi simple. Tout le monde sait que les décisions de justice parfois sont politisées, parfois sont prononcées pour des raisons médiatiques, avec des pressions politiques. C'est pas toujours des décisions en toute liberté.
Alors au final de tout ça, on propose rien. Ou des trucs très obscurs. Oui, il y avait une tierce personne cachée à l'arrière de la maison, dans la forêt, qui observait avec des jumelles, qui est venue, qui a pris l'enfant, puis s'est encouru avec l'enfant. Enfin, des trucs, tout ça sans témoin, sans preuve, sans trace dans le sol, sans rien. Juste des vues de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on veut pas tout ce que je viens de dire là. On refuse. Alors, moi je veux bien qu'on ne soit pas tous d'accord. Et qu'on dise, ouais, Michael c'est un fou, Michael ceci, Michael cela. Bon, c'est pratique de dire ça. Mais à un moment donné, il faut proposer quelque chose de plus cohérent, qui tient compte de tous ces témoignages. Tu peux pas mettre à la poubelle les filles de la poste, les graphologues, le témoignage du cafetier, le témoignage de Mme Guyot, les horaires que ça implique. Parce qu'à ça, j'ai entendu, avec grand étonnement, Louisette Lavray qui dit « L'appel à Michel a existé. C'est pas possible autrement. Ça tient pas debout de dire qu'il a pas reçu cet appel. » Très bien, j'applaudis. Mais si Michel a un appel de revendication à 17h32, ça veut dire que la personne, ça colle. La personne, elle met l'enfant à l'eau à 20-25. Madame Guyot voit la forme à 30 sous le pont. Et une fois que son forfait a été terminé à 20-25, 17h20-25, la personne cherche une cabine téléphonique. Et elle appelle Michel à 17h32. Donc ça valide la thèse que l'enfant a été mis à l'eau très vite, à 17h20. Et c'est pour ça que Mme Guyot voit l'enfant et c'est pour ça qu'il appelle Michel, parce que le forfait, il est fait. Ça serait de la folie de prévenir Michel qui va donner l'alerte à tout le monde, alors qu'on n'a pas encore mis l'enfant à l'eau et qu'on se balade avec lui dans un coffre ou séquestré quelque part. Faut pas être Hercule Poirot pour comprendre ce que je viens de dire. C'est ridicule, intellectuellement parlant. C'est abject. Et pourtant, c'est ce qu'on veut nous dire. Oui, l'enfant, il a été séquestré. C'est la nuit qu'on a été le mettre à l'eau. Et il y a même des gens qui disent on a été le mettre à l'eau directement au pont. On tient pas compte du courant de la rivière. La nuit, devoir se rendre là-bas avec les phares, tu es vu. Enfin, c'est complètement dingue. Complètement fou. C'est pourquoi, pour devoir dire, il n'a pas été mis à l'eau à 17h20, Mme Guyot l'a pas vu, c'est pas vrai, c'est pas ci, c'est pas ça. Alors après, on m'accuse de rajouter encore quelque chose. Je rajoute quelque chose qui n'engage à rien. Je dis quoi? Je dis que je trouve extrêmement étrange et opaque le fait que le père de l'enfant s'est absenté de 18h à 19h sans qu'on sache où il a été. Personne ne sait ce que Jean-Marie Villemain a fait entre 18h et 19h. On sait ce qu'il nous a dit qu'il a fait. C'est-à-dire, il dit, j'ai quitté mon travail, j'ai été chez moi, j'ai parlé à personne, j'ai pris une carabine, je suis sorti, j'étais chez les Jacquel, j'ai cru voir qu'il y avait la police devant chez eux, j'ai rebroussé chemin. Voilà, de nouveau, on doit boire la soupe, comme d'habitude. Hein. Tu dois boire la soupe, c'est la soupe Villemain, donc c'est la bonne soupe. Je suis désolé, pour moi, tout le monde est suspect dans cette affaire. Cette explication ne me satisfait pas. Voilà. Ton enfant est enlevé, on te prévient de ça à ton boulot. T'es pas très loin de chez les Jacquel depuis ton boulot, tu fonds chez les Jacquel. Tu prends un bâton, tu prends des pierres, tu prends tout ce que tu veux. Tu commences pas à aller chez toi chercher une carabine pour qui ça prend 10 minutes, un quart d'heure pour aller chez toi, plus 10 minutes, un quart d'heure pour aller chez les Jacquel, pour au final se retrouver devant chez eux et dire, ah ben, il y a peut-être les 4L de la police, je vais pas y aller. Ben non. Si tu crois que ton enfant il est là-bas, ben laisse ton flingue dans la voiture et va voir. Ça, c'est logique. De même, quand tu décides d'aller abattre Bernard Laroche, tu commences pas à lui dire à cause de toi, ils sont tous sur la Christine. Tu dis, je viens venger mon fils, t'as tué mon fils. Sinon, ça fait personne qui veut protéger sa femme plutôt que venger son fils. De même, quand tu es l'épouse d'un homme qui risque la prison pour de très nombreuses années, tu dis pas Jonker, salopard, salaud, quand il empêche ton mari de tirer sur un présumé innocent. Tu dis merci d'avoir empêché mon mari d'avoir fait une bêtise, il aurait été en prison 10, 15, 20 ans sinon. Tu le dis pas salaud. Si tu dis salaud, c'est que tu y tenais que ton mari, après avoir payé l'arme, tu tenais que ton mari tue Bernard Laroche, et tu es déçu que Jonker t'y a empêché. Donc moi, vous pouvez pas m'empêcher de penser, quand je réunis tout ça, de dire qu'il y a toute une série de faisceaux
de présomption qui montrent que, d'une façon ou d'une autre, Christine est mêlée à tout ça. Qui, que, quoi, comment, pourquoi, je ne sais pas. Qui est ce monsieur du café de Dossel, le moustachu? Je ne sais pas. C'est pas parce qu'on ne sait pas qui c'est qu'il n'a pas existé. C'est absurde. C'est comme si on dit j'ai vu telle personne pêcher sur le lac et après on le retrouve pas. On dirait ouais mais il n'existe pas. Mais si, il a existé, mais je sais pas qui c'est. C'est tout. C'est simple. Je suis pas policier. Je ne sais pas faire des enquêtes. Il y a eu un portrait robot et apparemment ils n'ont pas retrouvé qui c'est. C'est assez simple à comprendre. Et d'ailleurs, des gens ont dit oui, mais ça ressemble à Bernard Laroche. Oui, mais Bernard Laroche, à 17h, il est à Bruyères, devant l'école de Muriel. Si on s'en tient à ce qu'on nous dit, il peut pas être dans un café à Dossel. Donc c'est pas la même personne. C'est quelqu'un d'autre. C'est tout. C'est tout. Et on a déjà dit, au niveau chrono, il est impossible pour Bernard Laroche d'être à 17h à Bruyères, d'aller à la rue des Champs, de kidnapper le gosse, de mettre une lettre à la poste, d'aller remettre d'un enfant à Dossel et d'être de retour au Monzet à 17h30. C'est impossible. C'est tout, à un moment donné, elle est mathématique. Et les mathématiques permettent certaines thèses et invalident d'autres thèses. Alors quand on fait face à ça, à des gens, ah oui, mais non, la mère, c'est pas possible, c'est quoi son mobile, la mère, comment tu oses? Faut arrêter, quoi, c'est ridicule. C'est indigne de gens qui cherchent la vérité. Ça devient des partis pris, des fan clubs. Ça n'a pas sa place dans une enquête policière. Faut faire autre chose, alors. C'est du parti pris. Et je vous dis, tout ce que je viens de vous citer là, vous dites, ah bon? Ah bon? Ah bon? Ben oui, mais ils le savent, tout ça. Mais ils ont décidé de ne pas en tenir compte. Je vous dis, ils répètent, des filles de la poste, c'est des folles. Colin, il a pas fait attention. Le type du café, on sait pas qui c'est. Guyot, elle a louché. Michel a eu un appel, mais rien ne prouve que l'enfant était déjà à l'eau. On lui a dit il était à l'eau, mais il n'était pas à l'eau. Et toi, tu dois dire amen, 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 amen. Et si tu dis pas amen, conspirationniste, misogyne, anti-femme, je m'en fous d'anti-femme. On cherche un coupable, homme ou femme. C'est de la dictature intellectuelle, c'est du terrorisme intellectuel. On t'empêche de penser, on t'empêche de poser des questions, on t'empêche de mettre en évidence certains témoignages. C'est dégueulasse. C'est criminel par rapport au drame qui s'est passé, au double drame, hein, parce qu'on a un enfant mort suivi d'un présumé innocent mort, Bernard Laroche. Un double drame, plus tous les gens qui ont eu leur vie gâchée autour. Les journalistes, il y a certains qui ont terminé en psychiatrie, la famille de Laroche, la famille Boll, Jackie et Michel, tous morts d'un cancer très jeune, les pendus, les suicidés, enfin laisse tomber. Un désastre. Donc voilà, à un moment donné, c'est trop facile de dire il est fou, c'est un complotiste. Non, je viens de vous citer des choses très concrètes. Qu'est-ce qu'on a d'autre à mettre de la balance ailleurs? Rien. Ah oui, oh là là, Clodon et son amant, qui a sorti les vaches en retard, qui a cru voir une rousse dans une voiture. C'est tout. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Personne n'a vu Bernard à la poste. Personne n'a vu Bernard à Dossel. Personne n'a vu Bernard sur la route. Ni Muriel. Personne n'en parle. Personne n'a rien vu. Nulle part. Et on doit te dire, ça c'est la thèse privilégiée. Ouais, à un moment donné, il faut arrêter le délire, quoi. Il faut parler de choses concrètes. Malheureusement, nous sommes face à une espèce de méthode guérilla qui consiste en fait à saboter toutes les preuves, à décrédibiliser tout ce qui va dans ce sens-là, parce qu'on refuse que la mère puisse être mêlée à tout ça de près ou de loin. Ça doit absolument être autre chose, n'importe qui, n'importe quoi, mais pas ça. À ce moment-là, tu peux plus parler, et c'est pour ça que l'enquête n'aboutira jamais, tout simplement. Parce que le porte-parole de ces gens-là, qui est le colonel Sesma, contrairement à ce qu'il disait dans Faites entrer l'accusé, que je vous invite à aller revoir, hein, parce que finalement c'était le meilleur reportage sur l'affaire, quand je vois tous les autres. Aujourd'hui, il a toujours trouvé tout à fait normal de ne pas perquisitionner les parents, de ne pas faire d'audition en tant que suspect, de ne pas donner de crédit au graphologue de la Cour de cassation de Dijon, de ne pas donner de crédit aux filles de la Poste. En gros, voilà, Sesma a décidé que c'était Laroche. Et puis tout ce qui se met au travers de sa route, c'est pas sérieux, c'est pas intéressant, c'est pas digne d'intérêt, quoi. Voilà.
Et si t'es pas d'accord, ben t'es un méchant, t'es avec Velzer, t'es avec Corazzi, t'es avec Bézina, t'es un méchant avec la folle de Marguerite Duras, avec l'incompétent juge Lambert. On en a rien à foutre qui s'est suicidé, le pauvre gars. On crache encore sur sa tombe. C'est scandaleux et c'est dégueulasse. C'est scandaleux et c'est dégueulasse. On a un juge suicidé, on a un présumé innocent tué, et on a un enfant jeté dans l'eau glacée de la Vologne. Et tout le monde s'en fout au lieu de la reine, de la sainte Christine. Moi, je suis pas d'accord. Je sais pas si c'est elle, mais je refuse de l'exclure au nom de ce terrorisme intellectuel. Et malheureusement, tous ces gars qui étudient l'affaire sont complices. Ils acceptent cette espèce de dictature dans laquelle, en fait, tu ne peux pas poser des questions ou donner du crédit à des témoignages qui vont dans ce sens. C'est tout simplement scandaleux. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.